Donc, quel est votre métier et en quoi consiste votre métier? Alors, je suis paléanthropologue, c'est-à-dire je suis paléontologue et je travaille exclusivement, principalement sur l'homme, ses interactions avec l'environnement et donc son évolution au cours du temps. Comment s'organise votre travail et votre façon de travailler? Alors, le travail se déroule en différentes étapes. L'objectif, c'est d'abord d'aller chercher des données, ce qu'on appelle des données primaires. Alors, il y a 10 solutions, soit en laboratoire quand on veut chercher des données sur les objets, mais avant ça, il faut aller chercher les objets sur le terrain. Donc, on fait ce qu'on appelle des missions de terrain, où on a, sur une base, on va dire, de fond géologique, on a une idée des terrains qui ont un potentiel chronologique et sédimentaire, qui permettent de conserver des fossiles humains, et puis, alors, soit les fossiles humains directement, soit des, on va dire, des traces indirectes de l'activité humaine. Ça peut être par de la faune qui a été chassée ou des outils préhistoriques qui servent à différentes tâches. Donc voilà, donc l'objectif c'est d'aller sur le terrain, de récupérer des données, ensuite on les ramène au laboratoire, on les analyse, et ensuite on les exploite sous forme de questionnement, d'interprétation sur quelles étaient donc les activités et où les configurations anatomiques des hommes. Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier? Alors en fait, c'était à la lecture d'un bouquin que j'avais eu en anniversaire à 6 ans, où on racontait l'histoire de Eugène Dubois, qui était un jeune médecin hollandais, qui avait été, lui, comment dire, impressionné par l'évolution, Darwin, et puis qui avait été chercher des fossiles, parce qu'à l'époque, on pensait que l'origine des humains, c'était sous les tropiques. Donc cette histoire, moi, ça m'a toujours emballé, et j'ai toujours voulu faire ça, en fait. Donc, voilà, donc je me suis retrouvé à suivre les traces de ce personnage, quelque part, et voilà, donc j'ai essayé de construire ma formation et mes choix de filière comme ça, et puis bah, par chance, j'ai pu arriver à terme à pouvoir exercer ce métier. Et justement, avec le recul, est-ce que votre métier ressemble vraiment à ce que vous aviez lu quand vous étiez petit? Oui, bon, c'est d'autant plus particulier que c'est on va dire une démarche qui se tournait vers la vie, et après c'est là aussi où je travaille. Et ouais, c'est tout à fait identique, et je dirais même que bon, même s'il y a 1870, quelques années qui sont passées, mais finalement la discipline n'a pas tellement évolué, pas tant que ça, et il y a encore énormément de choses, donc ça fait satisfaisant, parce qu'on se dit qu'on est vraiment voilà, on est dans le personnage, quoi, donc. Et du coup, ça peut prendre combien de temps ces phases de voyage? Alors, tout en temps, moi je voyageais presque 8 mois par an. Là, c'était beaucoup réduit dernièrement, parce qu'il y a aussi des responsabilités qui sont prises d'encadrement, des responsabilités de gestion de la recherche aussi qui prennent du temps, donc du coup, du terrain, je ne fais plus que peut-être 2 mois et demi, 3 mois par an. Donc, ça, Justement, cette interprétation, est-ce qu'il y a une part que vous empruntez, enfin que vous créez, entre guillemets, vous créez du sens, plus que vous me l'expliquez vraiment scientifiquement par là? Alors, que ce soit dans le domaine du biologique, avec les comportements, l'adaptation, etc., ou dans le domaine du culturel avec les outils, par exemple, alors, il y a deux choses. Pour les outils, pour le culturel, il y a le côté expérimental, c'est-à-dire que sur le terrain, on va trouver des outils finis, et on arrive en faisant ce qu'on appelle des remontages, c'est-à-dire en recollant les différents éclats qu'on va trouver, on essaie de reconstituer comment ont été fabriqués les outils. Donc on remonte à rebours sur comment ont été faits les outils, quel était le processus de fabrication, et pour ça, il y a des collègues qui ont travaillé sur ce qu'on appelle de la technologie, c'est-à-dire qui fabriquent eux-mêmes des outils, ils essaient de restituer les gestes. Donc ça, c'est pour le culturel. Pour ce qui est du biologique, les référentiels sont actuels. C'est-à-dire que quand on sait, par exemple, que telle mandibule est importante, c'est certainement parce qu'il y a une fonction masticatoire particulière, par exemple pour les australopithèques, donc les australopithèques dirobustes ou les paranthropes mangeaient plutôt des végétaux coriaces, donc ils avaient une mastication très développée, ce qui était moins le cas pour les australopithèques omnivores, et puis pour le genre homo ensuite. Donc c'est là où on fait de l'inférence, mais par rapport à ce qui est du connu actuel. C'est-à-dire qu'on transpose des connaissances, des choses qui ont été expérimentées, etc.,
sur de l'actuel, on les transpose sur le fossile, puisque le fossile, ce sont des données que partielles. Donc, c'est comme ça qu'on reconstruit la réalité du passé. Donc, il y a quand même toujours une base un peu de spéculation, presque on pourrait dire. Et après, on parle de la spéculation pour après la prouver finalement avec tous les procédés que vous venez de nommer en fait. Alors ouais, c'est pas vraiment de la spéculation, c'est-à-dire qu'on essaye de reconnaître, il y a vraiment des liens qui sont clairs entre des fonctions et des formes, et donc on ne fait que les lire à rebours. Alors c'est sûr qu'on n'aura pas la démonstration claire et nette, puisqu'on ne verra pas l'action, puisque les choses se sont éteintes et on ne peut pas les faire revivre, mais voilà, il n'y a pas le souci de se projeter dans des choses très complètement fictionnelles. Alors, il y a aussi d'autres choses qui existent, là, c'est plus dans le volet culturel, c'est que de temps en temps, on parle de chercher des références dans le monde de l'ethnologie, par exemple, sur des processus, que ce soit sur tout ce qui est lié à la mort, les gestes funéraires, ce genre de choses, ou des gestes techniques. Mais en fait, je pense qu'il faut voir dans l'ethnologie plus quelque chose qui va pallier un manque d'imagination que plutôt de plaquer directement des choses qu'on observe encore, même si on en voit de temps en moins, sur des choses du passé. Alors que c'est un peu un raccourci, mais on peut. Et c'est pas parce qu'on voit des stigmates du passé qui sont d'une certaine façon reconnus dans l'actuel que c'est effectivement une démonstration à 100%. Mais voilà, après, c'est vrai qu'il y a un côté où on va chercher des choses, mais ce qu'on fait dans la recherche scientifique, c'est contexte, et qu'à partir du moment où il y a un seul élément qui fait que le modèle qu'on propose ne fonctionne pas, alors on l'abandonne. Donc c'est vraiment le fond de la philosophie qu'on applique, c'est que vraiment il faut se tester en permanence, et que c'est pas l'exception qui concerne la règle, c'est dès qu'il y a une exception, on considère que la règle est plus bonne. Donc on est assez strict et sévère sur nos démarches. Est-ce que ça vous arrivait de vous appuyer sur des mythes ou des croyances, par exemple dans vos voyages, pour essayer de... Alors, c'est un petit peu le pendant de ce que je vous racontais sur l'exemple ethnologique pour l'effet technique. En fait, non. Alors, il y a la fameuse histoire de l'homme de Flores qu'on a découvert en 2003, qui est un petit homme fossile. Et puis, il se trouve qu'il y a une légende locale qui parle d'un être petit, vorace, etc. Et ça colle. Mais bon, là, on est plutôt dans un système où, effectivement, on pourrait prendre l'histoire du Yéti, par exemple, si on trouvait des hommes fossiles en Himalaya. Mais en fait, il y a tellement de mythes et de légendes qu'on arrivera toujours à les faire coller à une réalité du passé, parce qu'il n'y a aucune connexion. Je veux dire, c'est en aucun cas un moteur. De même que pendant longtemps, on a associé un type humain particulier, fossile, à une technique particulière. On s'est aperçu que tout ça ne fonctionnait pas. Qu'il y a les différentes humanités qui ont existé en même temps sur la planète, qu'il y a des techniques qui ont été réinventées à différents endroits du monde, et que finalement, en tout cas, pour la démarche scientifique, ce n'est pas du tout quelque chose de moteur. C'est, on va dire, quelque chose qui peut être accessoire, illustratif, mais plus, je dirais, pour le fun, mais sinon, c'est vraiment complètement déconnecté. Là, ce sont vraiment deux mondes différents. C'est même pas qu'on essaie de s'en détacher, c'est qu'on ignore complètement. Saisir, je dirais, de l'assaisonnement éventuel pour mettre un petit côté sympa, pour raconter des histoires, mais une fois que toute la démarche scientifique est aboutie. Et sinon, c'est vraiment des mondes différents, c'est vraiment le mythe et la réalité. Là, encore que le mythe, c'est une certaine réalité, pour expliquer le monde, mais dans un certain point de vue, je dirais, sociologique, mais qui n'est pas du tout dans notre démarche scientifique. Moi, j'avais une question, et je le prenais pas mal. Hein. C'est juste, est-ce que votre métier, c'est pas aussi que pour la fiction? C'est-à-dire que, par exemple, imaginez la couleur de peau des autres architectes, et en fait, si vous trouvez un jour quelque chose qui démontre que tout ce que vous avez trouvé durant ces années est faux, du coup, vous allez croire à cette nouvelle chose. Donc, en François, tout n'est pas basé que sur de la fiction. Alors déjà, la peau des autres architectes, c'est une fiction, et aucun de mes collègues ne croit à ce genre de choses. Même si vous avez peut-être entendu des choses qui relèvent de la génétique, en fait. Alors, c'est plutôt sur les Néandertaliens.
Vous avez certainement entendu qu'on nous disait que les Néandertaliens, en tout cas certains Néandertaliens étaient roux, avaient la peau claire, etc. Alors, ce qu'il faut savoir là, c'est pas de la fiction, mais c'est de l'inférence, c'est une cascade d'éléments. La génétique, ce sont essentiellement des manipulations qui sont faites sur des rats, sur des animaux de laboratoire, où on met en causalité ou en interaction des observations biologiques, des comportements ou des fonctions. Et ce qu'on va voir, par exemple, sur telle molécule qui est fabriquée par tel gène, dans un rat, peu importe, ensuite on fait un lien entre une partie du génome, une fonction, etc. Et en fait, quand on retrouve ce signal, cette information dans du fossile, on va y associer la même fonction. Donc on est dans l'extrapolation, mais en fait il y a toute une cascade pour passer de la génétique de laboratoire à la génomique et à l'interprétation qu'on fera sur le fossile. Donc ça c'est une chose. Dans la presse, vous voyez, c'est le raccourci, les Néandertaliens, ils sont comme ci, ils sont comme ça. Et il y a toute une cascade avec des précautions sur une scène immense. C'est surtout les illustrations dans les manuels de SVT, les choses comme ça. Alors justement, là pour le coup, c'est différent. Alors pour ces illustrations, ça c'est le choix de l'artiste. Après, bon, on voit un gradient sur la couleur de la peau en fonction de la latitude. Donc ça c'est comme ça. Il y a une adaptation, hein, c'est vrai que... Et ça c'est... Du coup, on infère que peut-être les hommes fossiles étant originaires d'Afrique avaient plutôt la peau foncée parce que ça les protège mieux par rapport au rayonnement. Mais bon, c'est tout. Mais de ça, alors on en aurait peut-être des preuves si on arrivait à extraire un signal génétique sur les australopithèques par exemple. Mais pareil, même si on avait, on va dire, l'allèle qui correspond encore pour la peau, pour les couleurs de peau, il y a plusieurs allèles, donc c'est très compliqué. Mais admettons qu'il y ait des gros progrès sur la génétique et qu'on arrive à trouver que dans un fossile, on arrive à en extraire l'information qui dit que, bah, voilà, a priori, il y aurait plutôt la peau de telle ou telle couleur. Pourquoi pas? Mais ça, on n'y est pas encore en réalité. Ça, c'est ce qu'on entend, mais on n'y est pas encore. Alors, pour revenir sur ce que vous me disiez tout à l'heure, quel serait mon sentiment si jamais on trouvait quelque chose qui remettait tout en cause? Je dirais que ça, c'est pas le problème, c'est ce qu'on fait quotidiennement. Quand vous entendez ce côté scoop, on a trouvé ceci, on a trouvé cela, si c'est un scoop, c'est parce que justement, ça peut remettre en cause tout ce qu'on fait jusqu'à présent. Et nous, ça ne pose aucun problème. Sur l'évolution de l'homme, vous avez entendu les années 90, quand on a trouvé des australopithèques en dehors du risque, on s'est dit que la théorie du risque, avec les grands singes à l'est, les hommes et les australopithèques à l'est, et les grands singes donc à l'ouest, ça ne marche plus, puisqu'on a trouvé les australopithèques à l'ouest. Et à chaque fois qu'on trouve des trucs nouveaux, ben, on se remet en cause. Les hommes fossiles qui ont Afrique du Sud récemment, ou même de Forest avec les petits crânes, ça montre que l'évolution croissante du crâne, c'est une réalité sur le long terme, mais qu'il y a aussi des exceptions. Et que voilà, ça pose pas de problème. À partir du moment où on n'est pas dans une vision dogmatique, contrairement aux mythes ou aux religions ou à la métaphysique, où là on essaie de raccrocher des trucs à ce qu'est un texte, qu'on ne peut pas toucher. Nous, on est en permanence en train de se tester. Car à chaque fois qu'il y a quelque chose, ce qui nous intéresse, c'est pas qu'on se rend compte, c'est de trouver les contre-exemples pour ruiner les théories qu'on expose. Donc, c'est vraiment le cœur de notre démarche, de la recherche scientifique, c'est ça. C'est d'aller plus loin et de se tester sans aucun problème. Alors évidemment, ça, c'est vrai que quand il y a les communautés scientifiques, quand il y a des théories, il faut un petit peu de temps pour les remettre en cause, parce qu'il y a un côté comme ça, une pesanteur, hein. Mais sinon, le vrai moteur de la science, c'est ça, c'est d'aller chercher des choses qui remettent en cause ce qu'on sait déjà. Parce que si on sait déjà tout, par définition, on arrête de faire de la recherche. Donc il n'y a pas de souci. C'est vraiment... Ouais, quelque part, c'est ça, c'est le moteur, hein, c'est ce qui permet de poursuivre, sinon, c'est déjà un bouquin, on arrête. Pour vous, Jurassic Park, c'est fiable ou c'est vraiment de la maniotte scientifique? Alors, je ne connais pas bien Jurassic Park. Alors, si c'est pour parler du clonage... Alors voilà, alors, c'est là où il y a deux choses. Il y a l'anatomie, il y a la fonction, et puis il y a le fait, c'est prouvé qu'il est en systématique, hein, en phylogénie, qui permet de dire qu'aujourd'hui les dinosaures n'ont pas disparu et que donc les sont des dinosaures. C'est pour ça que maintenant on a une version plus colorée de la représentation des dinosaures en fait. Donc on a tendance à leur donner des attributs
des dinosaures actuels, qui sont les oiseaux, par exemple, avec ces protubérances particulières, ou quand on leur projette des sons, enfin des choses comme ça. Là, on est dans la fiction totale, bien évidemment, mais bon, pour ce qui est des plumes et de l'emplacement des plumes, ça, on arrive à avoir des données anatomiques. On arrive à avoir des sites où le sédiment est suffisamment fin pour voir qu'il y a vraiment des plumes. Alors, les plumes n'étaient pas forcément au début utiles pour le vol, certainement peut-être avec les échanges thermiques entre le corps et l'atmosphère, ce genre de choses, ou peut-être aussi pour les paranuptiales des animaux, les de Darwin, hein, là-dessus. Donc voilà, là on transpose un peu des choses, mais voilà, c'est le fait de mieux accepter maintenant que les oiseaux sont des dinosaures qui nous permet de faire des reconstitutions plus colorées, tout simplement. Je ne dirais pas plus vif, j'en sais rien. Je ne suis pas spécialiste du domaine, mais voilà, là c'est sûr qu'on est franchi un pas qui est celui des artistes qui vont faire des reconstitutions. Il n'y a pas forcément Vous avez un article comme quoi les fait que les dinosaures, en fait, ils n'étaient pas du tout de cette couleur-là. Mais alors là, je dirais que c'est là où on est tout à fait dans le genre de question qui est non scientifique. À partir du moment où on peut ni aller dans un sens ni dans un autre, par trouver ni que c'est vrai ni que c'est faux, on sort du domaine de la science, par définition. Donc là, c'est le choix des artistes. Mais les gens qui vont dire qu'ils ne sont pas de cette couleur-là, c'est comme si je dis, bon, ils sont verts, vous dites non, ils sont rouges. Là, il faut pouvoir amener des éléments pour dire vert ou rouge. Éventuellement, on aurait des pigments. Alors, par exemple, alors c'est pas ça aux dinosaures, mais sur les coquillages, maintenant, on s'est aperçu que quand on leur passait les fossiles avec de la lumière ultraviolette ou des choses comme ça, on arrivait à avoir des taches particulières sur les coquilles. Et on s'est aperçu que sur les coquillages actuels, il y avait la même chose, c'était bien une coloration, une cuticule qu'il y avait sur les coquilles. Donc la couleur, c'est quelque chose qu'on peut aborder de façon scientifique, sans problème, hein, ça peut exister, ça peut se démontrer, mais bon, pour qu'il y ait des dinosaures, effectivement, là on est dans une illustration